C'est l'histoire d'un conflit d'une grande violence et dont personne ne voit la fin. L'histoire d'une haine entre deux peuples qui se disputent la même terre depuis des décennies. Attentat suicide. Raids aériens. Guérilla urbaine. Chaque jour, la poudrière du Proche-Orient menace la paix. Ce conflit que plus personne ne comprend a commencé il y a un siècle. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter. Pourquoi une poignée de Juifs ont-ils décidé de retourner sur la terre d'Israël, l'ancien royaume de Judée, après 2000 ans d'exil? Pourquoi ont-ils combattu les troupes coloniales britanniques? Comment se sont-ils imposés face aux Arabes de Palestine? Quelques années seulement après avoir subi l'un des plus grands traumatismes que le monde ait connu, le nazisme. Pendant des années, des passionnés de cinéma ont filmé leur aventure. Des Juifs, des Arabes. Leurs films témoignent de la violence, mais aussi de leur vie quotidienne, de leurs espoirs et de leurs rêves. Ces films amateurs, pour vous, nous les avons retrouvés. Avec Bärbel et Ella Weiler, deux petites juives allemandes qui ont échappé de justesse avec leurs parents aux persécutions nazies. Avec la famille Katz, ces juifs d'Europe de l'Est qui ont subi de plein fouet le génocide avant de rejoindre clandestinement l'État d'Israël. Avec les Arens, des militants sionistes, nous allons vous raconter la tragédie et l'odyssée du peuple juif au XXe siècle. Nous serons aussi avec la famille Saïd, des Arabes de Jérusalem. Avec les Khouris, dans la ville de Jaffa, ainsi que plusieurs acteurs du drame palestinien. Nous les suivrons dans leur révolte et sur les routes de l'exil. De l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933 à la création de l'État d'Israël en 1948, retour sur ces 15 années cruciales qui ont marqué le monde et qui continuent aujourd'hui de peser sur sa destinée. Berlin. Nous sommes en avril 1933. Hitler est au pouvoir depuis 2 mois. Le nouveau chef de l'Allemagne est un antisémite obsessionnel. Il accuse les Juifs de dominer le monde et de l'exploiter. Il déclare à l'un de ses adjoints: l'économie est entièrement dominée par les Juifs. C'est leur empire universel qu'ils ont étendu sur tous les royaumes. La lutte s'engage entre eux et nous. L'enjeu est tout simplement la destinée du monde. Un mois plus tard, Hitler s'en prend aux écrivains. Il organise des cérémonies nocturnes où l'on brûle les livres écrits par les communistes et les Juifs.
Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Karl Marx. Ich übergebe dem Feuer die Schriften der Schule Sigmund Freud. Gegen Frechheit und Anmaßung! Hitler a confié au responsable de la propagande, Joseph Goebbels, le soin de convertir le peuple allemand à ses théories. Deutsche Männer und Frauen, das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Und der Durchbruch der deutschen Revolution hat auf dem deutschen Weg wieder die Gasse freigemacht. Und der kommende deutsche Mensch! 10 ans plus tôt, alors simple militant d'extrême droite, Goebbels a écrit dans son journal: Je hais le juif par instinct et par raison. Il nous empoisonne. Il m'est odieux et répugnant. Du plus profond de mon âme. Au même moment, dans les environs de Berlin. Voici les Weillet, une petite famille juive allemande en vacances au bord des lacs. Ce sont eux, les ennemis de Hitler. Le père, Friedrich, tient la caméra. Il filme sa femme Ilse et les 2 petites filles qu'ils ont eues ensemble, Ella et Bärbel. C'est un passionné d'images. Il a donné à ses filles un appareil de photo pour qu'elles immortalisent le bonheur en famille. Dans leur maison de campagne, Bärbel et Ella vivent une enfance sans nuages, comme toutes les petites Allemandes de leur âge. C'est le paradis. On est tous ensemble. Ma maman est la meilleure maman du monde. Et mon père, c'est le plus fort. C'est un ancien militaire. Il a reçu la Croix de Fer pendant la guerre de 14-18. Mais depuis quelque temps, il dit qu'il veut quitter l'Allemagne. De la fenêtre de l'appartement familial, la petite Ella a récemment assisté à une parade nazie. J'ai peur des soldats qui défilent dans la rue. Papa m'a expliqué qu'ils étaient dangereux. Ils chantent, ils marchent au pas, en bottes noires. Rien que de les voir. C'est horrible. Les Weillet sont très intégrés à la société allemande. La petite Ella va à l'école publique. Mais elle est la seule juive de sa classe. Et depuis l'arrivée au pouvoir des nazis, elle se sent de plus en plus à part. Les autres enfants viennent vers moi et me disent « Juive, juive !» Mon professeur aime les nazis. Il a expliqué à mon père que les juifs n'ont pas le droit d'avoir de très bonnes notes. J'ai plus envie d'aller en classe. Désignés comme ennemis publics, les Juifs sont pourtant très peu nombreux en Allemagne. Moins de 1% de la population. Moins de 1% en France également.
où malgré l'extrême droite, l'un d'entre eux, Léon Blum, s'apprête à former un gouvernement de gauche, le Front populaire. En Europe de l'Ouest, la plupart des Juifs sont parfaitement intégrés. Ils ont obtenu l'égalité des droits avec les autres citoyens au XIXe siècle. Et certains d'entre eux, comme Sigmund Freud, l'inventeur de la psychanalyse, ou le physicien Albert Einstein, comptent parmi les grandes figures de la culture occidentale. En fait, sur les 11 millions de Juifs d'Europe, la plupart sont ailleurs. Ils sont à l'Est. Regardez ce document exceptionnel, tourné au moment de l'arrivée au pouvoir de Hitler. Ce monde a totalement disparu. Nous sommes à Munkacs, en Tchécoslovaquie. Ici, les Juifs représentent presque la moitié de la population. Ils vivent en communauté, en exerçant de petits métiers et dans le culte de leur tradition millénaire. Une partie d'entre eux, les Juifs religieux, s'habillent avec des vêtements hérités du XVIIIe siècle. Ils possèdent leur propre langue, le yiddish. Et 3000 ans après Moïse, ils continuent de réciter les prières des Hébreux. Des communautés hors du temps, loin des grands bouleversements du monde, et au centre desquels se trouve le rabbin, ici, en toque de fourrure. En 1933, les Juifs de Munkacs sont loin d'imaginer que dans à peine 15 ans, leur communauté aura presque entièrement été exterminée. Cela fait pourtant des siècles que les Juifs vivent dans la peur. Traditionnellement, en Europe, on les tient responsables de tous les malheurs qui touchent la population. On leur reproche de vivre du travail des autres, d'être des parasites et d'appartenir à une race impure. Et surtout, les chrétiens les jugent responsables de la mort du Christ il y a 2000 ans. Des accusations absurdes, mais qui entretiennent la haine et provoquent des flambées de violence, des massacres que l'on appelle pogroms, tonnerre en langue russe. La dernière vague de pogroms remonte à la fin de la guerre de 14-18. Quand des milliers d'Ukrainiens nationalistes se sont rués à l'assaut des quartiers juifs et ont massacré des dizaines de milliers de personnes. Un enquêteur, Léon Motzkin, témoigne. Des vieillards et des enfants ont été coupés en morceaux. Des milliers de femmes ont été violées. On a mutilé des victimes de la façon la plus atroce. On leur coupait le bras droit et la jambe gauche. Ou l'inverse. Ici, l'état moral de la population juive se rapproche de la démence.
En Europe de l'Est, de plus en plus de familles juives envisagent désormais de partir vers l'étranger. C'est le cas à Kaunas, en Lituanie, de la famille Katz. Des commerçants très intégrés, eux aussi, à la société locale, et établis dans le pays depuis une cinquantaine d'années. Ce film de famille date de l'année 1929, avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Voici les grands-parents, Basia et son mari Zemar. Ils se promènent sur les boulevards avec leur petit-fils, Zvi, âgé de 3 ans. De Lolia et Itzhak, les parents, il ne nous est resté que cette belle photographie de l'année de leur mariage. Leur fille est née à 16 ans. Elle s'appelle Dita. Elle perçoit de plus en plus d'angoisse dans sa propre famille. J'ai entendu parler des pogroms de Pologne et d'Ukraine. Mon père a dit récemment à mon grand-père « Prends notre argent et emmène loin d'ici toute la famille. Car les Lituaniens vont bientôt jeter les enfants par les fenêtres. On nous conseille de partir. Mais moi je ne veux pas. Tout le monde m'aime ici. Et la vie est si belle pour moi. À 200 km de là, la même année, nous sommes à Riga, la capitale de la Lettonie. Voici la famille Arens, des Juifs de la bourgeoisie, comme les Katz. Ils possèdent une petite usine de confiserie. Chez eux aussi, on filme les membres de la famille avec l'une des toutes premières caméras personnelles. Même sourire de façade, même bonne humeur apparente. Pourtant, chez les Arens, certains ont déjà pris la décision de quitter le pays. C'est le cas de ce garçon de 16 ans qui taquine ses cousines devant la caméra. Il s'appelle Michael. Comme le montre cette photo, Michael Arens, ici en uniforme, appartient à une organisation de jeunesse. Il fait partie de ces militants juifs qu'on voit de plus en plus en Europe de l'Est, sur les places de village. On les appelle les sionistes. Ils ont adopté un hymne, la Hatikva, ce qui signifie l'espoir en hébreu. Leur espoir, c'est de rejoindre la Palestine, de l'autre côté de la Méditerranée, et de s'établir ici, sur la colline de Sion, à Jérusalem, l'ancienne capitale des Juifs. Le sionisme est né au XIXe siècle, bien avant Hitler. Pour le fondateur du mouvement, Théodore Herzl, les Juifs seront toujours menacés. Où qu'ils se trouvent, qu'ils s'intègrent à la société ou qu'ils vivent en tant que minorité, selon leur tradition.
Ils doivent donc se constituer en nation et fonder leur propre patrie où ils pourront se défendre. Entraînement physique, cours d'hébreu. Avant leur départ pour la terre de leurs ancêtres, des milliers de jeunes juifs sont pris en main et formés. Ils apprennent l'agriculture dans des fermes sionistes. Ce sont eux, les futurs pionniers d'Israël. Au début des années 30, c'est l'une de ces fermes que rejoint Michael, avec son groupe, le Bétar, un mouvement sioniste radical. On va dormir sous la tente. On chante. On s'entraîne. Pour nous, c'est une nécessité de lutter. Car nous avons tous en commun l'amour de la Palestine. Cette terre qui fait partie de notre histoire. Dans les années 30, ce sont les grandes puissances qui se partagent le Proche-Orient. Après la Première Guerre mondiale, la France s'est vue confier le contrôle du Liban et de la Syrie. Déjà présente en Égypte, la Grande-Bretagne administre la Transjordanie et la Palestine. En 1917, avec la déclaration Balfour, la Grande-Bretagne a ouvert officiellement les portes de la Palestine aux Juifs. Et chaque année, des milliers d'entre eux débarquent en terre promise avec leurs familles et quelques affaires qu'ils ont pu emporter avec eux. Ils rejoignent une petite communauté locale qui n'a jamais quitté la région et qui n'a cessé de prier ici, devant le mur des lamentations. C'est le berceau du judaïsme. Le dernier vestige du temple construit il y a 2000 ans par Hérode, le roi des Juifs. Le temple a été détruit par les Romains. Il n'en reste plus aujourd'hui que les murs d'enceinte. Quelques mètres au-dessus du mur, les musulmans ont construit l'un de leurs plus beaux édifices religieux. D'après le Coran, c'est d'ici que le prophète Mahomet a gagné le paradis au 7e siècle, après Jésus-Christ. C'est aussi à Jérusalem qu'est né le christianisme. Chaque année, des milliers de personnes se rendent en pèlerinage sur les lieux de la mort de Jésus. C'est sur cette terre 3 fois sainte que les sionistes comptent mettre en œuvre leurs projets, fonder leur nouvelle patrie et s'établir définitivement. Partout, en Palestine, ils fondent des villages agricoles d'un type nouveau, les kibboutz. Dans l'un d'entre eux se trouve un jeune juif polonais, Joel Inglinski. Je n'avais aucun avenir en Pologne. Ici, on est une grande famille. On se remet à l'agriculture, comme dans la Bible. Hommes et femmes, on travaille toute la journée pendant que nos enfants sont à la garderie.
Au kibbutz, on est tous égaux. On partage tout. Chacun verse son salaire à la collectivité. Et on prend toutes nos décisions en commun. Pour ces jeunes idéalistes venus du fin fond de l'Europe, l'expérience est unique. Avec ses camarades, Yoel Iglinski entend tout simplement bâtir un monde différent. On s'est engagé à construire le socialisme. Le drapeau rouge flotte sur le kibbutz. On admire Herzl, Léon Blum et Marx. On est des révolutionnaires. Et on sait qu'on va changer le monde. Sur place, les habitants qui assistent à l'arrivée des Juifs s'interrogent. Que veulent les sionistes? Jusqu'où ira la colonisation des terres? Pourquoi viennent-ils ici, en Palestine? Dans les années 30, les Arabes de Palestine sont au nombre de 1 million. Ils représentent les 2/3 de la population et sont répartis sur tout le territoire, dans des centaines de villes et de villages. On les appelle les Palestiniens, en souvenir du peuple des Philistins, dans l'Antiquité. Avant l'arrivée des Britanniques, ils ont vécu sous l'empire des Turcs pendant 4 siècles. Regardez ces images en couleur tournées au début du XXe siècle. Leur culture orientale a toujours fasciné les visiteurs. Une partie d'entre eux sont des Bédouins. Ils vivent dans le désert, avec leurs troupeaux. Mais la plupart sont paysans. Ils travaillent pour de grands propriétaires arabes, comme ici, sur la plaine côtière, où sont produites les fameuses oranges de Jaffa. Elles sont exportées dans le monde entier. Depuis plusieurs années déjà, une partie de ces propriétaires arabes acceptent de vendre leurs terres aux sionistes. Et petit à petit, le visage de la Palestine est en train de changer. En 1935, les Juifs représentent déjà 30% de la population. Ils ont créé des dizaines de villages le long de la côte et au nord. Cela n'empêche pas la plupart des familles arabes de vivre les années d'avant-guerre sans méfiance et dans un certain bonheur. C'est le cas, à Jérusalem, de la famille Saïd, des Arabes chrétiens qui possèdent une maison d'édition. Filmé par son père pendant les vacances d'été, ce garçon s'appelle Édouard. C'est le futur écrivain palestinien, Édouard Saïd. Notre maison de famille se trouvait à Talbiya, un quartier de Palestiniens chrétiens, comme nous. L'imposante villa de 2 étages avait de nombreuses chambres et un joli jardin dans lequel mes 2 plus jeunes cousins, mes sœurs et moi pouvions jouer. C'était une période idyllique. Sur leur film de famille,
Rien ne laisse encore à penser que cette période idyllique est sur le point de se terminer. Au même moment, en Allemagne, la situation devient dramatique pour les Juifs. Les nazis, qui cherchent à créer un pays ethniquement pur, multiplient les provocations. Et les inscriptions antisémites s'étalent dans tout le pays. Sur les tramways, et même sur les bancs publics. Au congrès de Nuremberg, en 1935, les nazis décident d'exclure officiellement les Juifs de la communauté nationale. Schließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten. Chez les Juifs allemands, la panique commence à s'installer. Et de plus en plus nombreux sont ceux qui cherchent à fuir vers l'étranger, vers la France, la Grande-Bretagne ou les États-Unis. C'est là que vit déjà une communauté juive de 4 millions de personnes. Mais les visas pour les pays occidentaux sont accordés au compte-gouttes. Du coup, plus de 100 000 Juifs allemands choisissent la Palestine, où les portes de l'immigration leur sont encore ouvertes. Une centaine de familles juives arrivent en Palestine à bord du Mariet Pacha de la Compagnie des Messageries Maritimes. La plupart sont dans un dénuement absolu, les lois du Reich interdisant aux Juifs le transfert de leurs biens. Les associations sionistes accueillent ces malheureux et leur donnent les moyens de refaire leur vie. Parmi les passagers du Mariet Pacha se trouvent les Weillet, notre famille juive de Berlin. Contrairement aux autres passagers, les Weillet viennent en simples visiteurs, sans savoir encore s'ils vont s'installer en Palestine avec leurs 2 petites filles et quitter définitivement l'Allemagne. Ils continuent de filmer avec leur caméra personnelle. Pour convaincre sa femme, Friedrich Weillet lui fait visiter le pays. Il l'emmène sur les bords de la mer Morte. Il visite Tel Aviv, cette métropole juive de 130 000 habitants sortie de terre en moins de 20 ans. Ils rendent visite à des amis allemands déjà installés sur place. Pourtant, après une semaine de voyage, ils hésitent encore à franchir le pas. À Jérusalem, ils ont trouvé une ville en pleine ébullition, proche de la révolte. À l'appel du grand moufti, les Arabes de Palestine manifestent contre l'occupant britannique et sa politique favorable à l'arrivée en masse des Juifs. L'un de leurs porte-parole explique. The main case of the Arabs is against the British government's policy in Palestine. A policy which, if continued, will surely have as a result the replacement of the Arabs by the Jews. The Arabs, who decided on a general and a complete strike
until the total and immediate stoppage of Jewish immigration is brought about and until the government introduces an essential change in its present policy. Depuis le début des années 30, les manifestations se succèdent en Palestine, de plus en plus violentes. Attaques contre les kibboutz. Attentats en pleine rue. En 1936, finit par éclater ce qu'on appelle la Grande Révolte arabe. L'un de ses chefs se nomme Fawzi al-Kawukji. Il lance la guérilla contre l'armée britannique. Nous nous révoltons contre les injustices, contre le sionisme, pour défendre notre terre sainte. Les Anglais ont abusé du sang arabe. Aujourd'hui, nous sommes prêts à les affronter. La révolte s'étend en quelques mois à toute la Palestine et elle oblige les Britanniques à envoyer des renforts. La répression est implacable. Comme ici, à Jaffa, où un quartier est vidé de ses habitants et rasé. Il faut 2 ans à l'armée britannique pour mater la révolte. Mais ce n'est que provisoire. En 1938, sur l'un des paysans arabes faits prisonniers, on retrouve un tract. Il sonne comme un avertissement. Aujourd'hui, vous essayez cruellement de nous dépouiller de nos droits, de nos maisons, de notre honneur. Sachez que jamais, avant d'avoir conquis notre liberté, nous ne rendrons les armes. La même année, en Allemagne. Nous sommes le 9 novembre 1938. Devant la population qui observe et parfois approuve, les nazis incendient les lieux de culte des Juifs. C'est la nuit de cristal. Un gigantesque pogrom au cours duquel 8000 boutiques sont saccagées et une centaine de Juifs assassinés. Quelques mois plus tôt, l'Allemagne a pris le contrôle de son voisin, l'Autriche, où vivent 200 000 Juifs. Dans un nouveau déchaînement d'antisémitisme, la tension augmente brusquement en Europe et le risque d'une nouvelle guerre mondiale se rapproche. Certains Juifs d'Europe réalisent que pour eux, le compte à rebours a commencé. Peu avant la nuit de cristal, les Weillet ont pris la décision de quitter définitivement Berlin et d'émigrer en Palestine. Sur les photos prises avant le départ, les parents tentent de faire bonne figure, mais Friedrich note dans son journal:
Nous passons les derniers jours dans la peur. Jusqu'au bout, j'ai craint que la Gestapo nous réclame une formalité supplémentaire. La dernière nuit, ma mère a cru suffoquer à l'idée de notre départ. La mère de Friedrich, Ida, a décidé de rester en Allemagne. Elle tente de rassurer ses petites filles. Les nazis, faut pas s'inquiéter. On les a juste pour un moment. Tout ça, vous verrez, ça passera. Berlin. Le jour du départ. Les parents prennent d'ultimes photos sur le quai. La grand-mère Ida est venue dire au revoir à toute la famille. Et là, sa petite fille, ici à droite, est enthousiaste. Elle ne réalise pas qu'elle voit sa grand-mère pour la dernière fois. Je suis excitée par ce voyage. C'est une nouvelle vie qui commence. On traverse l'Autriche, où Hitler vient de prendre le pouvoir. On passe les Alpes. C'est la première fois que je vois de ces grandes montagnes. Et puis ça y est, on se retrouve en Italie. Les nazis, avec leur méchanceté, sont derrière nous. La famille a embarqué en direction de la Palestine. Notre bateau s'appelle le Jérusalem. Pour passer le temps, maman fait du tricot. Et moi, je les délivre toute la journée. Après 5 jours de mer, les Wiley débarquent en Palestine. Les parents ont choisi de s'installer dans une petite maison au nord de Tel Aviv, où ils pensent que leurs 2 filles pourront grandir en sécurité. Ils apprendront bientôt qu'ils sont parmi les derniers à avoir pu rejoindre la Palestine. Car au printemps 1939, la situation bascule brusquement. La Grande-Bretagne, qui occupe toujours la Palestine, prend une décision qui remet tout en cause. Pour se ménager le soutien des Arabes dans la prochaine guerre contre Hitler, les Britanniques décident de cesser de soutenir le sionisme, de limiter le nombre des visas d'entrée aux Juifs, ainsi que les achats de terres. Une décision catastrophique pour les sionistes, qui comptaient faire émigrer des millions de Juifs d'Europe avant le déclenchement de la guerre. Leur chef, en Palestine, David Ben Gourion, choisit alors à son tour de passer en force. Il décide d'accélérer les opérations Tours et Palissade. Ces créations de colonies qui se sont multipliées les années précédentes et qui misent sur l'effet de surprise. Nous sommes le 12 juillet 1939, à Nekba, près du désert du Negev. Les militants sionistes ont chargé sur un convoi des maisons préfabriquées qu'ils vont installer ici, sur ces terrains qu'ils ont auparavant achetés aux Arabes. Parmi eux se trouve Yoel Iglinski. Il faut aller vite. Chacun sait ce qu'il doit faire.
On dresse des palissades en mettant du gravier à l'intérieur des planches. Pour arrêter les balles. On monte la tour de guet. On oublie la fatigue. Car nous sommes les soldats de la révolution sioniste. Et on sait qu'on fait quelque chose de plus grand que nous. À l'été 1939, à l'approche du cataclysme qui se prépare, les Juifs retiennent leur souffle. Certains, comme nous l'avons montré, ont cherché un refuge en émigrant en Palestine. D'autres espèrent encore continuer à vivre en Europe, malgré le danger. Il ne leur faudra que quelques mois pour réaliser l'inimaginable. Le projet de destruction de tout un peuple par les nazis. C'est ce nouveau chapitre que nous allons maintenant vous raconter. « 1er septembre 1939. L'Allemagne envahit la Pologne. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Dès les premières semaines, les nazis qui écrasent l'armée polonaise multiplient les exactions. Travail forcé. Coups. Humiliation. Comme le montrent des dizaines de photos prises dans tout le pays, les soldats allemands se déchaînent contre les Juifs. Hitler a ordonné de regrouper les Juifs polonais, hommes, femmes et enfants, dans des quartiers qui leur sont réservés. Les ghettos. C'est ici que les nazis ont choisi d'isoler leurs futures victimes du reste du monde. De les affamer peu à peu. Avant bientôt de décider de les assassiner en masse. Le massacre commence 1 an et demi plus tard, le 22 juin 1941, quand l'armée allemande attaque l'URSS. Une offensive foudroyante qui, en quelques jours, repousse les soviétiques sur des centaines de kilomètres. Dans les villes conquises, les nazis lancent immédiatement les persécutions contre les Juifs, en se faisant aider par la population. Partout, comme ici à Złotów, des nationalistes pro-allemands, des militants d'extrême droite et des repris de justice lancent des pogroms sous les encouragements des Allemands. Ils accusent les Juifs d'être responsables de massacres qui ont été commis par les Soviétiques quelques jours plus tôt. À Lvov, en Ukraine, un soldat allemand filme la foule et les miliciens ukrainiens. Des dizaines de femmes juives, après avoir été violées, vont être assassinées avec leur famille.
un sergent SS, Felix Landau, pourtant farouchement antisémite, est surpris par ce déchaînement de violence. Nous voyons des choses presque impossibles à décrire. Des centaines de juifs couverts de sang, des trous dans la tête, les mains brisées et les yeux pendant hors de leurs orbites se font frapper de haine et de rage. En quelques heures, le massacre s'étend à des dizaines de villes. Le 4 juillet toujours, les Allemands approchent de Kaunas, en Lituanie. Kaunas. C'est ici que vit Dieter Katz et toute sa famille. Vous vous rappelez ce film tourné 12 ans plus tôt, en 1929. À l'arrivée des Allemands, le grand-père tente de rassurer sa famille. N'ayez pas peur des Allemands. Je les ai connus pendant la Première Guerre mondiale. Ce sont des gens civilisés. Pourtant, dès les premières heures, son propre fils, Itzhak, disparaît au coin d'une rue. La suite, c'est un caporal allemand qui la raconte. Des Lituaniens, avec des bâtons et des pieds de biche, frappent les Juifs au sol, sur le crâne ou sur le visage, sans distinction. Ils reçoivent des coups jusqu'à ce qu'ils ne montrent plus aucun signe de vie. En 3 quarts d'heure, celui qu'on présente comme le bourreau de la ville a tué une 50aine de personnes. Tout autour, les Allemands regardent le spectacle. En Bavière, de son chalet de montagne, Hitler approuve les pogroms. Mais il veut les encadrer et les rationaliser. Il a chargé Heinrich Himmler, le chef des SS, ici à gauche, de monter des unités spéciales, les Einsatzgruppen. Leur mission, supprimer en quelques mois toute trace du peuple juif sur les territoires conquis. Les Einsatzgruppen fusilleront les Juifs directement dans des fosses communes. À Libau, non loin de Kaunas, le soldat de la marine allemande, Reinhard Wiener, filme avec sa caméra personnelle l'un de ces massacres. Un camion arrive. Les gardes forcent les Juifs à sauter à terre. Il y a parmi eux des hommes faibles et des malades. Ils s'entraident mutuellement. Ils sont poussés vers la tranchée par un SS. Quand ils arrivent dans la tranchée, ils doivent marcher sur les corps recouverts de sable. Le peloton d'exécution se tient devant eux. On leur demande de se retourner, en attendant que le groupe suivant arrive. L'ampleur du massacre est sans équivalent dans l'histoire. En 6 mois, les Einsatzgruppen assassinent 1 demi-million de Juifs. Devant ses troupes, Himmler donne la consigne.
Que faire des femmes et des enfants? Je pense qu'on ne peut pas exterminer les hommes et en même temps laisser leurs enfants devenir adultes pour qu'ils se vengent plus tard sur nos enfants et nos petits-enfants. À la fin de l'année 1941, les informations sur le génocide commencent à filtrer. En Palestine, la population arabe reste à l'écart du conflit. Même si son chef spirituel, le grand moufti de Jérusalem, exilé par les Britanniques, a choisi de collaborer avec Hitler. Il a levé un régiment de musulmans bosniaques pro-nazis. Les Juifs, eux, s'alarment de ne plus recevoir de nouvelles de leurs proches. C'est le cas de Michael Arens, le jeune sioniste de Riga qui est arrivé en Palestine en 1938 et qui s'est enrôlé dans la police. Il ignore que sa mère, restée en Lettonie, a été tuée dès les premiers jours de l'offensive allemande. Friedrich Weiler, lui non plus, ne peut plus communiquer avec sa mère, Ida, restée à Berlin. Le 2 novembre 1941, il écrit dans son journal. Nouvelle horrible en provenance d'Allemagne. Les Juifs qui sont là-bas sont déportés de leur maison et envoyés comme du bétail vers la Pologne. Ces nouvelles sont si inhumaines qu'on a du mal à les croire. On leur demande de creuser et ils sont massacrés dans ces tombes. En novembre 1941, Ida Weiler, la grand-mère, a déjà été déportée à l'Est. Elle se trouve ici, à Lodz, en Pologne, avec 140 000 autres Juifs. Tous ceux qui ont échappé au premier pogrom sont désormais enfermés dans les ghettos. C'est le cas à Kaunas de Dita Katz. Avec sa mère et son petit frère Zvi, avec son fiancé Yehuda, Dita ne nourrit plus aucune illusion sur son sort. Je sais depuis la disparition de mon père que les nazis sont en train de nous exterminer. Ce qui arrive est inimaginable et personne ne nous aide. À la fin de l'année 1941, les nazis, qui occupent presque toute l'Europe, lancent la solution finale. C'est la deuxième phase de la Shoah. De partout, en France, avec l'aide du régime de Vichy, en Roumanie, en Yougoslavie, en Pologne, les Juifs sont regroupés, puis dirigés dans la panique vers des destinations inconnues. C'est de Hollande, au camp de transit de Westerbork, que nous est resté le témoignage le plus précis de la déportation des Juifs. Ces images ont été prises par des soldats allemands. Ce sont des documents uniques.
Chaque matin, un train embarque plusieurs milliers de personnes vers l'Est. Une infirmière juive, Eti Ilsoum, assiste au départ. Les bétaillères se remplissent peu à peu. Je vois transporter une personne âgée au dernier stade de la maladie et qui dit la prière des morts. Et les bébés, avec leurs petits cris perçants qu'on a arrachés à leur berceau. Des jeunes femmes sont déjà assises dans le wagon. Ces portes vont-elles vraiment se fermer? Hélas, oui. Les minces ouvertures laissent encore entrevoir des visages. Pourra-t-on un jour décrire au monde extérieur ce qui s'est passé ici? Pour que le monde réalise la tragédie qui a touché le peuple juif, il faudra attendre encore 2 ans. Printemps 1945. La fin de la Seconde Guerre mondiale. Après 5 ans de cauchemar, l'Europe fête la victoire contre le régime nazi. L'un des pires que le monde ait connu. Durant l'hiver, les soldats alliés et soviétiques ont libéré des dizaines de camps d'extermination et de travail. Majdanek, Auschwitz, Bergen-Belsen. Et le monde a appris comment la majorité des victimes ont péri. Dans des chambres à gaz et des fours crématoires qui brûlent parfois encore lorsque les camps sont libérés. Le bilan est de 5 millions de victimes juives. 6 millions, apprend-on un peu plus tard. Comment le monde a-t-il laissé commettre ce génocide? À une réunion du Congrès juif mondial, l'un des responsables du mouvement sioniste, Nahum Goldman, laisse éclater sa colère. If there would have been a Jewish state in Palestine when Hitler appeared on the horizon and came to power, a state and a country which would have opened its gate to all the Jews who had to come and to escape, this tragedy wouldn't have occurred. 5 million Jews massacred in Europe because of the homelessness of the Jewish people. We have certainly the right to demand that the world shouldn't wait for a second lesson of this kind. The real solution of the Jewish problem cannot be brought about unless the Jewish people will be given the right and will be helped by the United Nations to establish Palestine once and for all as its own Jewish homeland. Le port de Haïfa, en Palestine, quelques mois après la fin de la guerre. Sur des bateaux de fortune, parfois sur le point de sombrer, les premiers rescapés des camps rejoignent la Terre Sainte.
Sur l'un de ces bateaux se trouve un juif polonais, Garcher Rabinowicz. De là où je suis, la Palestine m'apparaît comme un paradis. C'est la première lumière que je vois depuis 17 ans. J'en pleure de joie. Vous savez ce que ça fait d'être accueilli quelque part? Après avoir été haï et chassé de pays en pays? Soulagement pour les uns, mais inquiétude pour les autres. Devant l'arrivée des rescapés juifs d'Europe, de nouveau, les Arabes de Palestine protestent. À Jaffa, un adolescent, Youssef Shaker, pose la question. Les Juifs ont horriblement souffert pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais nous, les Arabes, on n'y est pour rien. Pourquoi on devrait subir les conséquences du génocide nazi contre les Juifs? Pourquoi ils vont pas créer leur État en Europe, là où ils ont été massacrés, au lieu de venir chez nous? Pour dissuader toute nouvelle révolte arabe, la Grande-Bretagne continue d'appliquer sa politique d'avant-guerre. Elle interdit aux Juifs de se rendre en Palestine, mais cette fois, elle fait arrêter tous les immigrants sans papier et les regroupe dans des camps. Après les camps de la mort nazie, les rescapés de la Shoah connaissent maintenant les camps de prisonniers britanniques. Ils ne vont pas tarder à réagir. En Europe, 150 000 rescapés juifs attendent encore près des anciens camps nazis. Comme ici, en Autriche. Ils hésitent à retourner en Pologne ou en Russie, où ils craignent de retrouver l'antisémitisme qu'ils ont toujours connu. Parmi eux se trouve Dita Katz, qui a miraculeusement survécu au camp de la mort. Malgré la mort de son père en 1941 et celle de son mari en 1944, Dita choisit de revenir dans sa ville natale, en Lituanie, où elle espère retrouver ses amis d'avant-guerre et refaire sa vie. Son petit frère, Zvi, le garçon filmé en 1929, a maintenant 18 ans. Lui aussi a survécu à la Shoah, mais il fait un choix différent. Avec sa mère, il décide de se rendre en Palestine. Pour contourner l'interdiction britannique, il a pris contact avec une filière clandestine. Et ce sont des agents sionistes qui vont le faire traverser toute l'Europe, sans papier d'identité et sans visa. En 1947, l'un de ces voyages est filmé par le journaliste américain Meyer Levin. En train, puis en camion, Zvi et sa mère traversent la Pologne, la Tchécoslovaquie, l'Allemagne, l'Autriche.
Après plusieurs semaines de voyage, ils sont déposés au pied des Alpes avec un groupe de réfugiés. Et c'est à pied qu'ils vont passer illégalement la frontière italienne. Il y a avec nous des femmes et des enfants. Mais rien ne pourra nous empêcher de rejoindre la Palestine. Nous sommes à 2700 mètres d'altitude. Maman ne faiblit pas. On se sent sûr de nous. Car on sait qu'on va enfin avoir un pays, comme tout le monde. De l'autre côté de la frontière, ils embarquent dans la région de Rome, de nuit, sur un navire clandestin. C'est d'ici que, par dizaines, des navires emmènent les Juifs vers la Palestine pour les débarquer sur une plage déserte. Des voyages à haut risque. L'un de ces bateaux, l'Exodus, a été récemment arraisonné par la flotte britannique. L'abordage a fait plusieurs morts et blessés. Et l'Exodus a été renvoyé vers l'Allemagne. Cette fois-ci, les sionistes veulent prendre toutes les précautions. Dès qu'un navire est en vue, les 950 passagers illégaux reçoivent l'ordre d'évacuer le pont. Et ils se réfugient dans les cales. Le journaliste Meyer Levin continue de filmer, tandis que sa compagne, Tereska Torres, tient un journal de bord. Ce bateau est un radeau de la Méduse moderne. Il n'y a presque pas d'air, ni lumière, seulement une odeur irrespirable. Les femmes, souvent hystériques, s'évanouissent. Vers 1h du matin est né un petit garçon. La mère a crié à tue-tête pendant 2 heures. Après 12 jours de navigation, alors que le navire touche au but, un avion survole les clandestins. Il est suivi par un navire de guerre britannique qui s'approche et ordonne de stopper les machines. Démasqués, les passagers sortent au grand jour. Pour eux, comme le note Tereska Torres dans son journal, le rêve s'arrête quand les soldats anglais prennent le contrôle du navire. Nous vivons les dernières heures du bateau. À mesure que nous approchons de Haïfa, la ville se lève devant nous, si belle et interdite à ces pauvres gens. Une compagnie de soldats armés et casqués nous attend sur le quai. Les passagers sont tous dirigés vers des camps de prisonniers que les Britanniques ont établis sur l'île de Chypre. C'est là, enfermés derrière de nouveaux barbelés, que Zvi Katz et sa mère vont passer plusieurs mois. Pour eux, et pour les militants sionistes, la situation est devenue insupportable.
En Palestine, des groupes armés juifs décident de passer à l'action et de lancer une campagne de terreur. Des attentats d'une extrême violence qui visent à faire plier les Anglais et à les chasser de Palestine. À la radio clandestine, une terroriste de 18 ans, Geoula Cohen, menace. Vous, les Britanniques, vous allez payer pour chaque larme de Juif qui tend les mains et auquel vous refusez le secours. L'enfer va entrer dans vos vies et la terreur inondera chaque parcelle de votre corps. Car nous avons prêté serment de libérer la terre d'Israël. En Palestine, les attentats arabes répondent désormais aux attentats juifs. Et la région est une nouvelle fois au bord de l'explosion. C'est alors que parvient de New York une nouvelle qui change tout. Nous sommes le 29 novembre 1947, au siège des Nations Unies. Ce jour-là doit se tenir une assemblée générale extraordinaire. L'une de celles qui vont marquer l'histoire. Commission d'enquête. Audition publique. Discours. Depuis 1 an, la communauté internationale étudie une solution pour le Proche-Orient et elle s'apprête à voter sur le partage territorial de la Palestine. En vert, les territoires proposés aux Arabes. En bleu, ceux qui sont proposés aux Juifs. Au milieu, la région de Jérusalem, qui serait administrée par la communauté internationale. Les sionistes ont accepté le partage. Mais les pays arabes ont tous annoncé qu'ils voteraient contre. You all know how to vote. Those who are in favor will say yes, those who are against will say no. Pour être adopté, le projet doit recueillir les 2/3 des voix. Afghanistan, no. Minés par la culpabilité à l'égard du peuple juif, les États-Unis ont annoncé qu'ils voteraient pour et la Grande-Bretagne qu'elle s'abstiendrait. Australia, Le suspense porte sur 2 pays. France, yes. I call on the public. Tentée jusqu'au bout par l'abstention, la France vient de donner un coup de pouce aux sionistes. On the voting on the debate. Elle est suivie par l'Union soviétique. Soviet Union, yes. C'est inattendu. Mais les grandes puissances font basculer le vote. Yes. Uruguay, yes. The resolution of the DUC Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. En quelques minutes, la cause des sionistes vient de progresser comme jamais auparavant. Dans la foule de Tel Aviv, qui explose de joie à l'annonce de la nouvelle, se trouve la jeune berlinoise Bärbel Weiler. Notre rêve est en train de devenir réalité. L'État juif se rapproche de nous. C'est fantastique. On danse, on rit, on chante.
Tout le monde s'embrasse sans se connaître. Quelle joie! Ils ont franchi les frontières clandestinement, rejoint leur terre promise sur des navires de fortune. Ils disposent maintenant du soutien de la communauté internationale. À la fin de l'année 1947, les sionistes semblent près du but. Les deux peuples vont-ils maintenant réussir à s'entendre? Selon l'ONU, le partage doit être suivi de deux États séparés. L'un juif, l'autre arabe. Nous allons maintenant vous expliquer pourquoi ce projet s'est effondré en seulement 6 mois et comment la création d'Israël a plongé les Arabes de Palestine dans le malheur et l'exil pour des dizaines d'années. « 30 novembre 1947. Au lendemain du vote de l'ONU. Une jeune arabe de Jaffa, Afif Ekouri, est révoltée. Pourquoi devrait-on donner la moitié du pays? Pour qu'ils en fassent un État juif? Et que vont devenir les non-juifs? Maintenant, il n'y a plus qu'une solution. Se battre. Pour défendre leurs droits, des milliers de paysans s'engagent dans la guérilla. L'un de leurs chefs est Fawzi El-Kawoukji, l'un des héros de la grande révolte arabe de 1936. Il n'a que quelques semaines pour entraîner ses troupes. Mes soldats n'ont que des armes sommaires, qu'ils ont achetées eux-mêmes. On a envoyé des SOS aux pays arabes voisins. En vain. Pourtant, la haine est si intense qu'on est prêt à se sacrifier. Dans le camp d'en face, la Haganah, la future armée d'Israël, s'entraîne depuis des mois. Encadrée de vétérans de la Seconde Guerre mondiale, elle est composée de jeunes recrues très motivés. Parmi eux, Zvi Katz, ici à droite de la photo. Il s'est échappé du camp de Chypre grâce à un réseau clandestin. Je ne pense qu'à me battre. Pour nous, c'est une question de dignité. On ne veut plus être comme des petits animaux qui se font tuer sans rien dire. Plus jamais on ne se laissera massacrer comme des moutons. Les deux jeunes berlinoises, Ella et Berbel Weile, se sont elles aussi engagées dans la Haganah. Elles viennent d'apprendre que leur grand-mère est morte pendant la guerre en Pologne, assassinée par les nazis. Et elles sont déterminées. Pendant la guerre, personne n'a agi pour sauver les Juifs. Aujourd'hui, on ne peut plus compter que sur nous. Si on ne s'aide pas nous-mêmes, qui nous aidera? Au printemps 1948, Fawzi El-Kawoukji et les autres chefs arabes lancent leurs troupes à l'assaut des positions juives. L'une des cibles est le kibboutz de Mishmar à Emek, le point de passage de la Galilée vers Tel Aviv.
On attaque à 5 h du matin, le jour du Shabbat chez les Juifs. Je donne l'ordre de tirer au canon pour détruire le plus grand nombre de maisons possible. Ils ont l'air d'avoir beaucoup de pertes. En face, les défenseurs du kibboutz répondent coup pour coup. L'un d'entre eux, Yoel Lotan, filme les combats. On essaie de repousser l'ennemi. Et on espère tenir jusqu'à l'arrivée des renforts. Heureusement, au bout de quelques jours, des soldats de la Haganah finissent par nous rejoindre, par les collines, en provenance d'Haïfa. En quelques jours, la Palestine s'embrase. Offensive, contre-offensive. La Haganah, mieux organisée que l'armée arabe, parvient dès les premières semaines à prendre le dessus et à faire des milliers de prisonniers. Dans les villes conquises, la population prend peur et envisage de fuir les combats. Le 9 avril 1948, un événement renforce ces craintes. À Deir Yassin, des extrémistes juifs massacrent près de 200 villageois arabes, dont des enfants. Un carnage dont il ne reste aucune image, mais dont la nouvelle fait le tour du monde et déclenche la panique. À Jaffa, quelques rares photos prises sur le vif montrent les habitants qui abandonnent leurs maisons et quittent la ville. Parmi eux se trouve Youssef Chaker. On a entendu parler de Deir Yassin à la radio. On a entendu que les pays arabes allaient venir nous secourir. En attendant, on préfère partir. Je monte dans un camion. On s'entasse. Et on prend la direction de Beyrouth. C'est le début de l'exode palestinien. À quelques rues de là se trouve Afif Ekouri. Toute la ville est en train de fuir. À la radio arabe, on nous dit qu'on va revenir dans 2 semaines. Mais est-ce que c'est bien sûr? Ceux qui ont fui ne seront jamais autorisés à rentrer chez eux. Désormais, la ville de Jaffa, désertée de ses habitants, sera considérée officiellement comme une ville israélienne. « 14 mai 1948, le jour où tout bascule. Il est 10 h du matin sur le port de Haïfa. Le gouverneur britannique, Alan Cunningham, embarque en direction de l'Angleterre. La Grande-Bretagne, qui met fin à 3 décennies de présence en Palestine, laisse les deux camps face à face. Six heures plus tard, à Tel Aviv, le chef des sionistes, David Ben Gourion, décide de proclamer l'État juif.
מדינת ישראל. Après des années de lutte, les sionistes renouent avec l'histoire juive. Derrière leur drapeau va se ranger une minorité des Arabes de Palestine. 150 000 personnes qui choisissent de rester sur place et qui deviendront citoyens israéliens. Ils représentent, aujourd'hui, 60 ans plus tard, 20% de la population. Mais la plupart des Arabes de Palestine prennent la route. Et c'est presque tout un peuple, hommes, femmes et enfants, qui fuient maintenant vers l'étranger. On l'appelle la Nakba, la catastrophe en langue arabe. L'exode qui a commencé en avril après le massacre de Der Yassin va toucher plus de 700 000 personnes, les 2/3 de la population arabe. L'entrée en guerre contre Israël de 7 pays arabes, au lendemain du discours de Ben Gourion, ne change rien à leur sort. Après plusieurs semaines de bataille et la prise de la vieille ville de Jérusalem, après plusieurs avancées spectaculaires, les armées arabes battent en retraite et perdent de nouveaux territoires. Une situation qui renforce encore le flot de réfugiés palestiniens. Selon les dernières recherches historiques menées en Israël, la moitié aurait été expulsée de force par les soldats israéliens. Ils ont trouvé refuge dans les pays arabes voisins, en Jordanie ou au Liban, dans des camps de réfugiés. Parmi eux se trouve Abou Hicham, 19 ans. On nous a donné des tentes. Le sol est trempé. On n'a plus de pays. On ne peut plus vivre normalement. On nous distribue du pain et du fromage. Je me sens humilié et je ne pense qu'à une chose. Revenir dans mon village. Aussi longtemps qu'il le faudra, nous nous battrons. Haine, humiliation, exil. En 1948, l'histoire du conflit israélo-arabe ne fait que commencer. Aujourd'hui, Abou Hicham, 78 ans, a toujours le statut de réfugié. Il vit dans un camp palestinien de la banlieue de Beyrouth, au Liban, à quelques kilomètres d'Afif et Khoury. Depuis 60 ans, ni l'un ni l'autre n'ont été autorisés à revenir vivre sur leur terre natale, la Palestine. Certains ont émigré en Occident, comme Édouard Saïd, le petit arabe chrétien de Jérusalem. Devenu professeur d'université à New York, Édouard Saïd a été l'un des plus célèbres porte-parole du peuple palestinien, jusqu'à sa mort en 2003.
En face, en Israël, tous ont tenté de refaire leur vie, malgré le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale. Michael Arens, le jeune sioniste de Riga, s'est consacré à l'agriculture, en Galilée. Très marquée par ses souvenirs d'enfance, la petite berlinoise Ella Weile s'est mariée avec un juif venu d'Allemagne, comme elle. Ils ont eu 2 enfants. Sa sœur, Bärbel, s'est mariée avec un rescapé d'Auschwitz, d'origine polonaise. Elle vit avec lui à Tel Aviv, reconnaissante à son père, mort dans les années 60, de lui avoir fait quitter l'Allemagne quand il était encore temps. Ce n'est qu'en 1972 que Dita Katz a quitté la Lituanie pour Israël. Elle y a retrouvé son frère Zvi, devenu officier de réserve. Ils vivent à Tel Aviv, dans le souvenir de leurs proches assassinés par les nazis. Le plus étonnant est peut-être Yoel Iglinski. À 99 ans, il habite toujours à Nekba, le kibboutz qu'il a créé en 1939. Plus que jamais, il reste fidèle à l'idéal socialiste de sa jeunesse.